Bonjour, nous revoilà donc pour la deuxième émission du coup de gueule de Nicolas Bonal. Tout d'abord, avant de commencer cette émission, je voudrais remercier nos premiers abonnés. On a eu après notre campagne donc, de relance. Et aujourd'hui, notre émission avec Nicolas s'appelle Dictature et collaboration. Pourquoi ce titre assez étrange, Nicolas? Tout le monde accuse le régime Macron d'être une dictature. On va voir que tout le monde, en fait, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup de gens. C'est Monsieur Philippot, c'est Monsieur de tel blog et c'est Monsieur de telle obédience politique ou c'est Monsieur Asselineau. Et en fait, hier, il y a 2 jours, j'ai eu un coup de canon dans ma tête. Je me suis dit, tiens, je suis jamais allé voir Macron Twitter. Je me souvenais que Philippot avait dit il y a 2 ans qu'il avait plus d'abonnés que Macron. Oh, quelle merveille, vraiment magnifique. Et puis alors Philippot, on a vu qu'il a fait 1,5% aux élections dans son bled, que Asselineau ne dépasse pas 1% dans les sondages, et que malgré tout, Macron a été réélu avec 58% des voix. Alors certes, il y a beaucoup d'abstention, mais les abstentionnistes, comme dit Lucien Cerise, ont voté. Donc en général, ils ont plutôt voté pour Macron. Je suis entièrement d'accord. Ça leur est égal que Macron reste au pouvoir. Donc dictature et collaboration. Après, donc, je suis allé sur le Twitter de Macron. Est-ce que tu sais combien il a d'abonnés? Tiens, je te Ah non, pose une colle. j'ai pas contrôlé. Je n'ai pas Réponds vérifié. vite, Mais écoute pas. réponds vite. Il a 10 millions d'abonnés. 10 millions. Il a 10 millions d'abonnés. Omar Sy en a 3 millions et Mbappé en a 9 millions. Mbappé, je le savais, je l'ai dit il y a quelques mois quand on a fait une émission pour parler de la Coupe du Monde et tout ça. Donc, Philippot a 370 000, Asselineau a 300 et quelques mille et Macron a 10 millions. En pourcentage, ça fait 3% du score de Macron. Donc, où est la dictature? C'est ça qu'on ne comprend pas dans le milieu anti-système. On n'a pas compris qu'il n'y a que 5% d'adultes qui n'ont pas été vaccinés. Les mecs disent les chiffres sont truqués. Va te faire voir. Les chiffres n'ont pas été trafiqués. Ils n'ont pas besoin de les trafiquer. Les gens sont dans un état d'hébétude, comme disait Baudrillard, ou de servitude volontaire, pour reprendre la fameuse expression qui a été notre première émission de la Boétie, où les gens sont en état d'indifférence tel que ça n'est pas la peine. Moi, là, j'ai un voisin français à droite, dans mon deuxième appartement. Il est très malade, il a eu une rupture d'anévrisme. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a quelques mois. Ils sont venus, on se parle très peu, ils sont très froids à la manière française. Ils jettent un truc, alors qu'on est tout le temps en train de papoter avec les Espagnols, ils jettent un papier sous ma porte. Cher Nicolas, nous avons reçu des amis, ils ont été 4 fois vaccinés comme nous, mais ils sont positifs au Covid. Donc ça veut dire que les mecs se testent tout le temps, se testent tout le temps. 3 ans après les événements, hein, 3 ans après les événements. Donc faites attention, vous êtes cas contact. Euh, je suis cas contact, qu'est-ce que vous allez faire? Me dénoncer à la police, faire vérifier quoi, etc. Le mec dégage, je n'ai pas dit bon débarras, il dégage et on apprend qu'il ne reviendra plus parce que rupture d'anévrisme. Rupture d'anévrisme, on a fait des émissions sur les conséquences du vaccin, on ne va pas y revenir parce qu'on va se faire traiter de complotiste. Donc ça, c'est le français moyen. Le français moyen. Je lui ai parlé de vous ne pourrez plus aller au centre-ville une fois, comme ça, il s'en fout. Il va vendre une voiture, il va acheter une électrique ou une hybride, il s'en fout, on s'adapte. J'avais un copain en Espagne qui disait c'est conforman, on se conforme. On se rappelle du film antifasciste de Bertolucci des années 70 avec Dominique Sanda et Jean-Louis Trintignant qui s'appelait Le Conformisme. On y est. Donc là encore, pas tellement besoin de dictature. Alors après, qu'est-ce qui se passe? On a des gens qui passent leur temps, anonymes citoyens, Aude Lancelin, Philippe Béchade, à dire oh, regardez, la police a matraqué. Moi, je veux bien, je reconnais qu'ils ont créé des corps de police plus brutaux, sans doute pour des raisons médiatiques. On voit les mecs courir, on voit les mecs frapper, ça crée une inhibition dans le cerveau du Pékin qui regarde, il ira moins manifester. Ils ont bien fait, je veux dire, c'est de bonne guerre à partir du moment où on a une minorité qui déteste Macron. Et on se rend compte que bah, ces sites sont peut-être suivis par quelques milliers de personnes, mais c'est tout. Macron a fait une vidéo sur Notre-Dame, je l'ai vu sur son Twitter, il y a 2,4 millions de gars qui sont allés voir. Macron a fait une vidéo pro-Europe, il a 2,6 millions. Macron fait ci, Macron fait ça, il a entre 1 et 2 millions, et je rappelle, donc il a 30 fois plus, comme ça peut-être ça sera plus clair dans le cerveau de certains, il a 30 fois plus d'abonnés Twitter et
que Philippot ou que Asselineau. Donc, je dis dictature et collaboration. Alors maintenant, on parle tout le temps de la collaboration et après, je vais revenir à mon dada qui est l'histoire et on va comprendre pourquoi, j'espère, une nouvelle fois. Donc, on dit collaboration. Alors, collaboration, c'est les nazis, c'est les chambres à gaz et tout ça, etc. Non, c'est pas ça la collaboration. La collaboration, c'est un système français autoritaire qui a été mis en place par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a voté, il y a eu 666 votants, j'en ai parlé dans mon Mitterrand, le grand initié, on peut s'y référer. Et l'Assemblée nationale, c'est celle du Front populaire. Celle du Front populaire a été liquidée en 1938 par les radicaux qui se sont mis à voter avec la droite. Ce sont ces crétins-là qui nous ont amenés à Munich et ensuite dans la guerre, ensuite à la raclée. Ce sont ces gens-là qui ont voté avec la Chambre du Front populaire, avec les partis de gauche, pour le maréchal Pétain, pour lui donner les pleins pouvoirs en juillet 40. Il n'y avait que 80 contre 569 pour et 17 neutres. C'est-à-dire, il y avait 666 votants. Thierry Fischer refusait de me croire quand je lui parlais de ça dans le Mitterrand. Le système de Vichy se met en place et il contrôle tout, il maîtrise tout. On avait reçu avec Serge de Becketch une vieille dame qui était très charmante, Marie-Antoinette Mulot, je crois qu'elle s'appelait, que Dieu ait son âme, et elle était spécialiste des tisanes. Et elle était herboriste. Eh bien, l'herboristerie a été interdite sous Vichy. Ça avait fait taire, Serge. Parce que genre, le maréchal, genre ci, genre ça, tu parles. Et puis alors, moi, comme toujours, je fouille, je fouine. Et j'ai appris une bonne chose, c'est que Vichy a augmenté de 30% le nombre de fonctionnaires. Alors, c'est ça. Là, je jouis, Gilbert, je jouis. Vive la France, vive la République. Jean Moulin. Ah, Jean Moulin. Il y a un gars qui a démissionné. Un gars qui s'est fait torturer, un gars qui a sauté par la fenêtre, un gars qui a été fusillé, c'est Jean Moulin. Le reste, oh, comme elle est bonne la sous-soupe, comme disait Péguy, je ne crois plus en Dieu, mais je crois en ma retraite. Charles Péguy, j'ai balancé ce texte plusieurs fois, et on est passé de 700 000 à 950 000 fonctionnaires. Oh, Vichy, quelle horreur, tu parles. Les gens s'adaptaient très bien, faisaient leur marché noir, ils avaient tous leur jardin et on risque d'y retourner au jardin vu qu'on va nous empêcher de manger. Donc, tout ça va très bien, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et il y a eu renforcement de l'autorité de l'État et il y a eu de la résistance très peu au début, essentiellement d'ailleurs comme par hasard des gens de droite. Les communistes alliés de Gaulle étant à la fin de la guerre, étant évidemment complètement pro-hitlériens au début de la guerre, jusqu'au moment où M. Hitler commet la maladresse d'attaquer la Russie, qui est toujours le trop gros morceau à avaler. Tu sais comment en ce moment. Bon, donc on a à ce moment-là les communistes qui rentrent dans la résistance. Et puis alors, ça commence à se peupler, la résistance, à partir de 43, après Stalingrad, évidemment, parce que le vent tourne, y compris donc dans la bourgeoisie collabo. Et en 44, pendant l'été 44, tout le monde se trouve une destinée de résistant et ensuite une destinée d'épurateur. Ça, c'est une spécialité bien française, qui date d'ailleurs de la Révolution et même du XVIIIe siècle, puisque j'ai parlé de la terreur sage d'Augustin Cochin. L'épuration a duré 1 an et demi, et on est dans ce régime de terreur qui a été d'ailleurs imposé par De Gaulle et ses alliés communistes en 44 de cette manière. De Gaulle est revenu au pouvoir en 58. C'est grâce à lui qu'on a ce régime présidentiel fascisant. Là, je pèse mes mots, et si on veut faire une polémique, moi, je veux bien la faire, sur De Gaulle et sa merveilleuse constitution. On a le problème de Gaulle, le deuxième problème de Gaulle, c'est ce scrutin majoritaire à 2 tours, qui est une crapulerie totale. Donc, il donne toujours la victoire à quelqu'un qui a la minorité des voix. Donc, il est absolument inadmissible. Je préfère de loin le système italien. Et puis, quand en Italie, il y a un système qui ne plaît pas ou un gouvernement qui ne plaît pas, il finit par dégager. Même Conte, le saligo, là, qui a été de toutes les crapuleries pendant l'affaire Covid, a dû dégager. Mais en France, Macron est resté. Macron met ses têtes de l'art qu'il veut. Édouard Philippe, qui sera le prochain président, l'alopécie Philippe. Il a mis Castex, ensuite il a mis Borne. Borne qui avait promis de priver de droit tous les salariés qui n'avaient pas de vaccinal. J'ai la vidéo. Donc, on ne m'embête pas là-dessus parce que maintenant, on se met à plaindre Borne. Ça, c'est Asselineau aussi. Oh, pauvre Elisabeth Borne, martyr de Macron. Elle a voulu priver de tous leurs droits civiques et sociaux les salariés qui n'avaient pas le pass vaccinal. J'ai la vidéo. Ça suffit quand même. Donc, dictature et collaboration. Alors maintenant, il y a mon vieux dada, c'est l'histoire, et en particulier l'histoire du 19e siècle, que j'ai exposé dans ce livre publié sur Amazon, qui est un peu vendu, mais j'aimerais le vendre plus. Donc, je fais un petit peu la pub, chronique sur la fin de l'histoire. C'est des chroniques que j'ai commencé dans le présent il y a 30 ans,
que j'ai continué dans les quatre vérités de mon ami libertarien Alain Dumay. Je suis content, d'ailleurs, je viens de reprendre contact avec lui hier, c'est lui qui m'a contacté. Et Alain m'a laissé publier tout un tas d'études historiques qui, à mon avis, étaient assez importantes pour comprendre ce qui se passait en France. Et puis tout cela, évidemment, était lié au coq hérétique, Autopsie de l'exception française, que Tatiana a gentiment scanné et qu'elle m'a republié sur Amazon. Donc, il faut comprendre la France. Donc, en 1848, c'est la Deuxième République, c'est le bordel. Ensuite, Marx se moque de la Deuxième République parce qu'elle donne tout ce qu'ils veulent aux banquiers. Elle a mis déjà le pays en faillite. Ensuite, on a le régime présidentiel. Et alors, le régime présidentiel, en France, où on aime les gros cerveaux, on aime les gros Napoléon, on aime les gros Louis XIV, on aime les grosses persécutions, on aime le bon roi bidule. La France, évidemment, toute contente de son régime présidentiel et le président tout content de rester en place. À cause de Tocqueville, me semble-t-il, on n'a pas voulu permettre à Louis-Napoléon de se représenter, donc il a fait un coup d'État. Le coup d'État aurait dû ne pas marcher. Victor Hugo est parti. Comme on sait, il a écrit Napoléon le Petit, il est parti 18 ans. Et puis, l'opinion publique s'est couchée. Et on avait, comme dit Victor Hugo, plus le droit de penser. J'ai la correspondance de Flaubert. Flaubert envoie des courriers à Victor Hugo que Victor Hugo a reçus. Ils sont obligés de passer par Jersey et Guernesey. C'est la prison totale. C'est Macron puissance 10. L'opinion publique ne bouge plus. L'opinion publique ensuite est contente parce qu'il y a relative prospérité économique, parce qu'il y a début de l'industrialisation, début de la société de consommation. Pensez Au bonheur des dames de Zola, qui est un livre phénoménalement intéressant, je le recommande et je l'ai déjà étudié. Et on a les triomphes patriotiques. Un petit peu de guerre contre la Russie. Ah, la Russie, si elle n'était pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Avec la Crimée, Crimée et châtiment. Ensuite, une petite guerre pour libérer l'Italie qui nous a ensuite déclaré 2 ou 3 fois la guerre. C'est toujours été un pays très hostile, l'Italie, alors que jusque-là, c'était une poussière d'État et ça valait mieux comme ça. Et pour eux aussi, d'ailleurs, puisque le pays s'est effondré culturellement en quelques années après l'unification. C'est ce que disait Bakounine, il avait raison. Et donc, l'Italie dans la poche, et ensuite la guerre contre la Prusse, ça, c'est la guerre de trop, sans compter la guerre du Mexique. Comme disait Rochefort, c'est des expéditions à 600 millions pour réclamer 15 francs. À ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, l'Empire est devenu libéral, comme disent les profs d'histoire, bien payés par l'éducation nationale. Oh, l'Empire libéral, quelle jolie chose, quelle bonne chose. L'Empire libéral, il gagne, il passe, il n'y a pas de problème. En 1870, je crois, au printemps, avant la guerre contre la Prusse, Louis-Napoléon ou Badinguet, ou ce qu'on voudra, fait encore un référendum, un plébiscite, et il est triomphalement vainqueur. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans ce pays, on a une vieille tendance à aller vers l'autorité, on a une vieille tendance à collaborer avec le système, à condition que ça soit un État protecteur, sécuritaire et fort, et surtout un État qui paye sa retraite. Ça, c'est le plus important. Comme me disait mon copain Antoine de Vézelay, on a 17 millions de retraités en France et avec les régimes spéciaux, 21 millions. Il est évident que ces 21 millions de retraités ne veulent pas se fâcher avec Macron. Donc après, tu peux toujours y aller. Après, il y a la jeunesse, mais je reviens toujours à ce que m'a dit mon copain espagnol il y a quelques années. Tu sais, Nicolas, je ne peux plus parler avec mes enfants parce qu'ils sont dans TikTok toute la journée et qu'ils parlent de stars qui ne sont même pas des stars de cinéma, même pas des stars de la chanson, mais qui sont des stars TikTok. Il lui dit, on ne peut pas parler. Ils ont fait une émission à la BBC. Les gars ne savent même pas qui est Michel Drucker, comme il disait dans Les Visiteurs. Là, ils ne savent pas qui est Winston Churchill, ils ne savent pas qui est Martin Luther King. Mais ils connaissent la collection de stars TikTok. C'est pas ça qui va aller voter. C'est fini. Tu voulais ta société d'imbéciles et de crétins. Elle a été décrite par des tas d'écrivains, dont Nicolas Bonal. On ne va pas aller plus loin. Donc moi, je dis dictature et collaboration. On a vu que dans ces histoires de 49-3 d'émeutes enfin, il y a surtout des émeutes de voyous. Là, je voyais qu'à Charleville-Mézières, où j'ai travaillé dans ma jeunesse, pas longtemps, heureusement, ils bloquaient les accès à la ville. On a vu qu'il y a de moins en moins de gens en manif, on a vu qu'il y a de plus en plus de violence et que ce sont des manifs improvisés qui n'avancent nulle part, qui ne peuvent satisfaire que ceux qui cliquent toute la journée en se disant le peuple de France est en révolte. Comment tu me disais qu'elle s'appelait ces manifs, tu m'as dit sur Canal News? Oui, ils ont appelé cortège de sauvages. Cortège sauvage, voilà, des cortèges sauvages. Alors, Ça, c'est le évidemment, travail des médias. pour un pays qui se prétend révolutionnaire, mais qui ne l'est plus depuis 154 ans, d'après Bakounine, qui a dit après la Commune de Paris, ce peuple n'est plus révolutionnaire du tout, il est évident que ça ne va pas aller bien loin. Ça va pas aller bien loin. Donc, on va voir comment le grand recette va être
mis en place, comment ils vont nous priver d'Internet, comment ils vont nous priver de liberté, de viande, d'argent, de maisons, parce qu'ils vont piquer les maisons, des voitures, parce qu'ils vont piquer les voitures. On a déjà fait des émissions dessus. Il n'y aura que le moteur électrique qui ne marche pas jusqu'au jour où il n'y a plus d'électricité parce qu'on sera en guerre contre la Russie, patati et patata. Mais on verra que les gens se soumettront toujours plus. Et il y a un énorme élément, je vais terminer dessus, toujours en chronique sur la fin de l'histoire. Nietzsche dit dans La volonté de puissance que chez le petit peuple, l'appétit vient en mangeant. Cette phrase est géniale, il faut la retourner. Chez le petit peuple, l'appétit disparaît en le lui coupant. Tu lui coupes l'appétit, le petit peuple, il réclame plus rien. Il ferme sa gueule, il a supporté 80 ans de communisme, il a supporté 12 ans de nazisme, il a supporté toutes les guerres que lui ont causées ces systèmes. Dans les pays occidentaux, à partir des années 90, on assiste à un effondrement du niveau de vie de la classe moyenne, en particulier de la classe moyenne inférieure. Et celle-là, elle se soumet de plus en plus parce que celui qui a faim, on lui a coupé l'appétit. Donc finalement, il bouge en fait de moins en moins. Si on voit les émeutes, on en parlait toi et moi, des années 70, si on voit les mouvements sociaux des années 60-70 contre De Gaulle au Pompidou, quand la gauche était vraiment dans la gauche et vraiment dans l'opposition, il y avait beaucoup plus de violence et beaucoup plus de gens qui râlaient dans la rue et le pouvoir avait peur. Et puis un beau jour, à partir du moment où la classe sociale au sommet s'est mise d'accord, vers la fin des années 80, je vais y revenir tout de suite, ces gens-là ont créé un État, que ce soit Sarkozy, que ce soit le RPR, que ce soit LR, que ce soit le PS, que ce soit Macron, LRDM, je ne sais pas quoi. Tout le monde est content de se mettre d'accord au sommet de la pyramide pour contrôler ça avec le solide socle des retraités dont j'ai parlé il y a 5 minutes. Et puis, on a créé un système de plus en plus autoritaire. Et il s'est globalisé. Grosso modo, on voit que c'est à peu près partout en Europe. En 1989, je rencontre Ratier. Ratier, on se donnait rendez-vous souvent au Square Montaulan dans un petit restaurant. Et j'aimais beaucoup le Square Montaulan parce que je me sentais dans le temps, voyager dans le temps. Et alors, on parle de Franz-Olivier Gisbert qui devient patron du Figaro. Et il m'a dit, Emmanuel, il m'a dit, oui, ça c'est le siècle, le club Le Siècle. Il a organisé une convergence des élites, il a absorbé les syndicats et les tendances syndicales, il a réconcilié complètement, il n'y avait pas trop besoin de faire ce ça, puisqu'ils sortent tous de l'ENA, on le voit bien maintenant avec Juppé et Fabius. Il a créé un club où se réunissaient les mecs, entre guillemets, de gauche et les mecs de droite. Il y a encore des couillons qui votent pour la droite ou pour la gauche. Moi, j'en ai jamais été, donc il n'y a aucun problème. Et lui, il me dit, ben, dorénavant, il n'y aura plus qu'un seul pouvoir, il n'y aura qu'un seul parti unique, une espèce de parti révolutionnaire institutionnel, comme on disait au Mexique à l'époque, qui a mené le pays à la catastrophe où il se trouve. Donc, c'est pour ça que je dis, là encore, dictature et collaboration. Il y a collaboration parce qu'on en profite, il y a collaboration par idéal. Il y a beaucoup de fous en France. Il y a beaucoup d'écologistes, de féministes. Il y a beaucoup de mondialistes et il y a beaucoup de gens qui profitent. Il y a aussi le profit, évidemment, les petits retraités. Et enfin, il y a une inertie de la masse qui est déjà indiquée par Maurice Joly dans le fameux texte que j'ai réédité 10 fois et qui me paraît le texte le plus important du monde, basé sur les entretiens entre Montesquieu et Machiavel, quand il dit on a créé un être mécanique qui est sorti des sociétés froides et désabusées, issues de la Révolution. Et voilà. Donc je dis dictature et collaboration. Alors, on en revient peut-être que la fois prochaine, parce qu'on nous reproche d'être pessimiste, il faudrait parler de solutions. Moi, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les solutions seront individuelles. Moi, je vis dans le sud de l'Espagne, toi, tu vis en Sicile. Il y en a d'autres qui vivent ailleurs. Je dis, faites attention à la France parce que ce n'est pas un pays commode à digérer. Ou alors, c'est parce qu'on vous a très mal enseigné son histoire. La France n'est ni le pays des droits de l'homme, ni le pays de la liberté. C'est l'autorité du coup de pied dans le cul et à toutes les époques, qu'elles viennent de droite ou de gauche. Et à partir du moment où il n'y a plus l'alibi politique de droite et gauche et où il fallait remplir les agendas mondialistes et européens, la France allait révéler à nouveau son vrai visage qui avait été oublié à partir de mai 68. Eh ben, tu vas voir là-dessus. On va terminer sur ça. Je voudrais préciser une autre chose. Quand je parlais d'abonnement au début de l'émission, des abonnements payants. On a reçu nos premiers abonnements payants. Donc c'est pas mal. Et acheter les livres, bien entendu. Voilà. Je vous remercie et je te remercie, Nicolas. À la prochaine. À bientôt à tout le monde. Au revoir.